Bonjour, bienvenue dans IDES, le balado de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, comme RAD, qui explore la place qu'occupent les droits économiques et sociaux dans les droits de la personne au Québec. Ce balado s'inscrit dans une série destinée à souligner le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré le tumulte engendré par le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui risque, s'il était adopté, de débalancer la place qu'occupe la Charte québécoise dans notre ordre juridique, il est important de marquer le 50e anniversaire de cette Charte distinctive du Québec en raison de la place qu'elle accorde aux droits économiques et sociaux. Je suis Christine Vézina, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis chercheur principal de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, comme RAD, qui rallie des co-chercheurs des différentes universités québécoises ainsi que de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Colombie-Britannique, des partenaires institutionnels et de la société civile. L'objectif de Comrade est de propulser les droits économiques et sociaux au Québec. À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise contient un chapitre entier qui est dédié aux droits économiques et sociaux, le chapitre 4. C'est un trait distinctif qui lui est propre et qui demeure encore aujourd'hui sous-exploité tant par les tribunaux judiciaires et administratifs que par le législateur et les autorités gouvernementales. Cette partie 2 du balado poursuit la discussion avec Lucie Lamarche et Marie Carpentier sur les droits économiques et sociaux dans la Charte québécoise et les lois qui les mettent en œuvre. Marie, j'aimerais ça te demander, selon toi, pourquoi est-ce qu'on voit si peu de causes qui impliquent explicitement les droits économiques, sociaux et culturels dans le contentieux judiciaire? Euh, Toi-même, tu as fait des travaux importants sur cette question-là. Il y a une question de culture des tribunaux, une question de culture d'appréhension des droits économiques et sociaux. Je pense qu'il y a toute la question du vocabulaire des droits économiques et sociaux. Mais ça, je pense qu'on a envisagé d'y revenir plus tard aussi dans notre conversation. Mais il y a un enjeu qui est moins, je dirais, et qui est plus tangible, je dirais, d'un point de vue de la science politique, c'est celle de la question de la séparation des pouvoirs, qui est quand même un enjeu fondamental qui, moi, me préoccupe beaucoup comme chercheur. Je trouve que cette question-là est très importante. C'est cette idée-là, donc, que les démocraties, cette idée-là pensée par Montesquieu et théorisée par Montesquieu, cette idée-là qu'une société devrait être basée sur des pouvoirs qui sont séparés et qui sont autonomes les uns des autres, qui peuvent s'influencer, mais qui doivent garder quand même, éviter de se marcher sur les pieds, en fait. Donc, les trois pouvoirs étant le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et judiciaire, évidemment. Donc, quand on entre dans la question des droits économiques et sociaux, on rentre éventuellement dans les questions d'allocation des ressources de l'État. Et là, encore là, on pourrait débattre de la façon dont on conçoit le rôle de l'État dans la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. Est-ce que son rôle est celui de réaliser les droits économiques et sociaux ou son rôle est plutôt celui de permettre la réalisation des droits économiques et sociaux? Quand on se questionne par rapport au logement ou à la santé ou à l'alimentation, le rôle du gouvernement est-il celui de fournir des aliments ou des logements ou des soins de santé, ou alors de permettre la fourniture? Mais dans les deux cas, il y a des enjeux d'allocation des ressources. Puis la question de la séparation des pouvoirs, bien, entre autres, de cette question-là découle l'idée que puisque les tribunaux ne sont pas une instance élue, donc les juges ne sont pas des élus, ils n'ont pas le pouvoir de dépenser. Ils n'ont pas le pouvoir de faire l'allocation des ressources. Donc, cette allocation-là devrait être le fait des pouvoirs qui sont élus, c'est-à-dire le législatif et l'exécutif. Pour moi, cette question-là est quand même fondamentale. Je pense qu'elle est très importante dans les démocraties. Et Dieu sait que nos démocraties sont Dieu étant peut-être pas le terme dans cette ère de laïcité, mais c'est une époque importante pour réfléchir à la démocratie et la façon dont elle doit se traduire. Donc, je pense que cette réserve-là à l'égard de la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, elle est fondée. Ceci dit, elle ne devrait pas nous priver
de toute possibilité d'un regard judiciaire sur la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. Donc ça, cette question-là, je pense elle est sous-étudiée. C'est la question sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Cette idée-là que, oui, c'est vrai qu'il faut viser à préserver la séparation des pouvoirs, mais que ça ne doit pas se faire aux dépens de la possibilité de recours des administrés. Lucie, tu mentionnais ce qui se passe en Inde. Il y a tout un jeu aussi sur les arrangements institutionnels, c'est-à-dire la dynamique qui s'installe entre les diverses institutions dans une société et à qui la population accorde sa confiance et à qui la population accorde, je dirais, le rôle social de décider. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est passionnant. Puis je trouve que c'est en train de se jouer à notre époque en ce moment. En fait, puis là, je déborde un peu, mais la question de la nouvelle Constitution joue sur cette question-là. De qui des tribunaux ou des politiciens, donc, et en l'occurrence de l'exécutif, devraient décider, devraient avoir le dernier mot et à qui la population accorde sa confiance pour poser ces gestes-là. Ça, c'est important. Tu parlais de l'Inde, Lucie, puis effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un étudiant d'origine indienne qui préparait un doctorat à Harvard, puis qui disait, effectivement, la Cour indienne, la Cour constitutionnelle indienne rend des décisions vraiment très intéressantes à propos des droits économiques et sociaux, mais malheureusement, elles sont très peu mises en œuvre. Donc, il y a cet enjeu-là aussi d'une Cour constitutionnelle qui prend beaucoup d'initiatives en matière de détermination d'obligations des États, mais pour lequel l'État est pas capable de suivre, que l'État n'est pas capable de suivre, en fait, et de mettre en œuvre. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est peine perdue que cette décision-là a été rendue si l'État n'est pas en mesure de mettre en œuvre ce qui a été décidé? Je pense que c'est des considérations qui sont vraiment importantes quand on se penche, quand on se questionne sur la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, c'est qui a quel rôle dans notre société. Ceci dit, moi, je pense que la frilosité que tu as constatée dans tes travaux, Christine, à l'égard de la frilosité des différentes instances judiciaires, et puis tes travaux se poursuivent sur la question du législateur aussi, mais même, bien qu'ils doivent respecter le pouvoir ou le champ d'action qui leur est alloué, ils ont, je pense, quand même la faculté de se pencher et de réfléchir, ne serait-ce que pour ordonner aux autres instances de refaire leur devoir à l'égard, de refaire leur exercice d'évaluation de la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. Puis ça, nos tribunaux le font à certains égards. Quand on réfléchit notamment, quand on consulte les décisions qui concernent les services à l'enfance à l'égard des Autochtones, des décisions du Tribunal canadien des droits de la personne, qui, plutôt que de mettre en place un système de protection, a renvoyé à plusieurs reprises, d'ailleurs, ça a été assez laborieux, le gouvernement fédéral a ses devoirs à respecter, mais c'était le droit à l'égalité, mais n'empêche que c'était des services à l'enfance. Ça s'est posé aussi dans les questions du droit à l'éducation dans la langue de la minorité, où les tribunaux, plutôt que d'imposer des solutions aux instances qui étaient examinées, leur demandaient de refaire un exercice et de resoumettre l'exercice qu'ils avaient fait pour s'assurer que celui-là était conforme. Donc, il y a un enjeu qui est légitime de séparation des pouvoirs, mais il y a potentiellement aussi des moyens de dépasser cet obstacle-là à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. Tout à fait. Lucie, tu as déjà écrit, je pense, sur la théorie des effets. Hein, dans un texte, tu mettais de l'avant l'idée que les juges pouvaient exercer leur pouvoir en constatant les atteintes, les effets, en fait, de certaines mesures législatives ou exécutives sur les droits des personnes. Et puis ensuite, renvoyer justement les instances concernées à leurs devoirs. Donc, c'était dans cette perspective, je pense, que tu proposais une manière de dépasser cet obstacle de la séparation des pouvoirs, qui est un principe, évidemment, à prendre
avec tout le sérieux qu'on doit lui reconnaître. Mais j'aimerais ça, Lucie, donc, que tu puisses peut-être développer davantage sur comment dépasser la réserve des juges en matière de justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Oui, mais je me sens totalement interpellée par le précieux propos de Marie. Donc, pendant que j'écoutais Marie, je reformulais des trucs dans ma tête. Je voudrais partager une reformulation qui, je crois, s'inscrit dans la droite ligne de ta préoccupation, mais est plus contextualisée peut-être. Alors, évidemment, sur la rue, dans les palais de justice, dans les ministères, la façon courante de s'inquiéter de la reconnaissance des droits économiques et sociaux et donc de les contester, c'est de dire l'État n'aura jamais une obligation positive d'agir. Trois petits points. Alors, ce qui laisse entendre que cette obligation positive d'agir, ça pourrait donner lieu à des ordonnances de la nature de celles que je pense que tu trouverais inadmissibles, et moi aussi. C'est moi qui va distribuer les logements sociaux aux itinérants. C'est moi qui organise les banques alimentaires ou je ne sais quoi encore. Bon, franchement, c'est un peu simpliste. Alors, ce que j'aime partager comme idée, c'est qu'à vrai dire, on va prendre un mot qui fait chic dans les cocktails, là, la justiciabilité, c'est-à-dire cette idée que l'on puisse saisir les tribunaux d'un enjeu de violation de droits économiques, sociaux. Ce pourquoi les gouvernements y résistent, c'est parce qu'ils n'acceptent pas que soit révisé, réexaminé avec un ensemble de critères de droits humains qui ne sont pas nécessairement les leurs au départ, les rationalités des politiques publiques. Hein, c'est moi qui le sais. C'est pas vrai que c'est parce que j'ai été élu, c'est parce que le personnel de mon ministère le sait. Alors, des exemples dans le contexte québécois, c'est quand on a décidé qu'il y avait trop de bénéficiaires de l'aide sociale au Québec. Toute une série de gens fort compétents par ailleurs ont décidé d'utiliser des mesures vraiment agressives pour veiller à la diminution du total des ménages bénéficiaires de l'aide sociale. Peut-être que sur le plan des politiques publiques, plein de Québécois ont été d'accord. Ça coûte cher, il y en a trop, moi je travaille, lui ne travaille pas, etc. Mais à l'époque, je me souviens très bien que plusieurs regroupements et plusieurs juristes n'ont jamais été capables de lier cette idée des rationalités du droit humain à la sécurité de revenus vraiment minimum, hein? Ce qu'il y en a pour tout le monde. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas discriminatoire? Est-ce que c'est adapté aux besoins? Et ainsi de suite. Il n'y avait pas de place pour ça. Et pour moi, la justiciabilité, elle est quelque part dans cet espace-là et non pas dans l'image, franchement, non seulement radicale, mais un peu échevelée, que les juges vont distribuer les HLM ou les paniers alimentaires. C'est pas de ça dont il est question, mais bien de trouver la passerelle sur l'analyse d'impact. Alors, je sais que cette expression ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est à la fois celle de la gauche et de la Banque mondiale, mais je pense qu'on comprend de quoi on parle. C'est vraiment la traçabilité et l'examen des rationalités de l'État. La crise du logement, c'est un cas d'école. Un cas d'école et il y a très peu d'espace. Le chapitre 4 de la Charte parle de loi ordinaire. Il y a absolument rien dans une loi très québécoise qui est la loi sur la Société d'habitation du Québec qui consiste en un arrimage aux éléments fondateurs des droits économiques et sociaux. Alors, si on ne veut pas que ce soit une affaire de charte, ce n'en est pas moins une affaire de droits économiques et sociaux. Ça peut se révéler dans une loi ordinaire. Et que font les tribunaux? Bien, ils s'intéressent
à la légalité des lois ordinaires que l'on pense en termes de droits administratifs ou de droits et libertés. Alors, la question des... je pense que tu aimes bien utiliser l'expression la réserve des juges envers les droits économiques et sociaux. Bien, je pense qu'il y a un enjeu et je le soumets respectueusement, il y a un enjeu de responsabilité partagée lorsqu'on parle de la magistrature. Il faut quand même se rappeler que le raisonnement judiciaire, il est codépendant, si j'ose utiliser cette expression, de la question en litige soumise aux tribunaux. Alors certes, dans certains contextes procéduraux, le juge peut raffiner, ciseler, préciser la question en litige, mais ça ne tombe pas de la planète Mars. Et donc, il y a des gens, un segment de la société civile, des victimes derrière cette question. Donc, si les juges sont réservés, je crois qu'ils ne sont pas seuls. Je crois qu'ils ne sont pas seuls. Alors là, il ne s'agit pas pour moi de distribuer les blâmes, mais si on faisait un petit sondage dans les facultés de droit du Québec, peut-être qu'on ne trouverait pas beaucoup de gens particulièrement excités à l'idée que les droits économiques sociaux sont des droits humains comme toute autre série de droits humains. Les plaideurs viennent de cette culture, pour reprendre l'expression que Marie évoquait tantôt, et j'ai beaucoup de difficultés à isoler la réserve judiciaire de l'histoire des stratégies qui sont toujours contingentes de 1000 choses. Il ne s'agit pas de distribuer le blâme aux plaideurs, parce qu'il arrive que ça marche. Alors, 2 exemples très contemporains. Kanien'da, l'affaire des mères, je ne dirais pas les parents, parce qu'il y a beaucoup de mères, en attente de statut et l'accès aux garderies. Le jugement, qui est un jugement fondé non pas directement sur un droit à, mais sur l'interdiction de la discrimination dans un règlement issu d'une législation sociale, 0 réserve de la part des juges. Qui fait la tempête? C'est l'État. Parce que l'État ne souffre pas, PG Québec ne souffre pas que sa rationalité. Sa rationalité. Lui nous dit que les raisons changent, alors on ne s'étendra pas, mais que sa rationalité est légitime au prix de se rendre avec cette affaire à la Cour suprême. C'est quand même intéressant. Je pense à une autre affaire qui n'est pas québécoise, c'est l'affaire Fraser. La majorité de la Cour suprême, alors il s'agit d'une loi qui organise un régime de retraite des policières de la GRC qui, lorsqu'elles sont revenues au travail, n'ont eu dans les faits d'autre choix que de travailler à temps partiel, ce qui a évidemment porté atteinte à leur retraite. Il n'y a pas de difficulté à aller directement déclarer que cette loi est discriminatoire à cause de son angle mort. Donc, il faut faire attention, hein. Quand on parle de la réserve des juges, il y a des conjonctures. Le litige est toujours dépendant des faits. Il y a des contextes. Il y a des preuves. Si on revient à la proposition principale, le législateur n'aime pas. Il estime que c'est abusif de remettre en cause sa rationalité. Il faut que, comme plaideur, je sois prêt à mobiliser les outils qui sont très souvent des outils statistiques. Hein? Ce serait peut-être le temps qu'on invite l'Institut de la statistique Québec à venir nous donner un petit cours sur Données Québec dans les facultés, parce que les plaideurs s'en servent des statistiques et on ne peut pas toujours mobiliser le statisticien en chef. Donc, cette affaire de réserve est une responsabilité partagée, une réserve expliquée, je crois, et un code de communication noble, si j'ose dire. Parce que depuis des décennies, je suis persuadée
qu'il y a des gens qui pensent encore que certains d'entre nous attendent des tribunaux la construction de bungalows à Rosemont. Je veux dire, je connais vraiment personne qui est rendu là. Par contre, si on continue à mal se comprendre sur cette question, oui, les tribunaux vont renforcer leur zone de confort. Et ce n'est pas du tout un jugement méprisant de ma part. Revenons au logement. Quand les groupes communautaires, ou que ce soit au Canada, à vrai dire, demandent une injonction pour qu'une municipalité ne soit pas autorisée à mettre fin à un campement, ça, c'est du langage classique de droit administratif. Les juges comprennent, l'argument est simplicitaire, c'est 7 de la Charte canadienne, et c'est pénible, évidemment. Il faut répéter l'exercice, renouveler l'injonction et quoi encore. Les injonctions sont accordées encore à Hamilton récemment, au Québec comme ailleurs. Mais c'est quoi l'effet net? L'effet net, c'est laisser des gens gelés dans une tente. Ça peut quand même pas être ça, la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Est-ce que c'est la faute des juges? Non. Ou est-ce que c'est la réserve des juges? Non, j'en suis absolument pas convaincue. C'est à la fois le contexte et ces limites politiques qu'on a peine à franchir, qui sont celles qui consistent à interpeller le législateur pour qu'il reconnaisse qu'il a une obligation de traçabilité. Choisissez votre expression d'analyse d'impact ou je ne sais pas encore quoi. Et c'est ça, le pit and substance de l'obligation positive des États d'agir. C'est pas d'attendre que les tribunaux ordonnent la construction de logements. Et l'État se défend. Et il se défend de plus en plus maintenant. Il se défend ardemment en protection de la jeunesse. Il n'y a pas de ressources. L'administrateur de dossier est souverain. Toutes sortes d'arguments, malgré la crise que l'on sait, et notamment celle des mineurs qui deviennent majeurs. Les centres de services scolaires se défendent. J'ai pas de ressources lorsqu'il s'agit de bris de services pour les enfants. Cette posture défensive, je pense, est intimement liée à la légitimité que l'État croit qu'il a, compte tenu, pas exclusivement, mais notamment de la structure de ce chapitre 4 de la Charte québécoise. Et ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, dans un très beau document, c'est un très beau document de référence, le bilan des 25 années de la Charte, on voyait venir. On voyait tellement venir, d'ailleurs, que dans ce document, on disait il faudrait quand même régler nos petits problèmes d'équilibre dans la Charte avant ce qui arrive aujourd'hui. Avant, je pense que c'est à la page 90 du bilan, avant que le Parlement estime qu'il peut déployer dans une standard absolue son indépendance totale. Ça a quand même été écrit en 1990 dans un mémoire qui était décidé à la première ébauche de la Constitution du Québec, repiqué dans ce bilan de 2003. Et je pense que l'argument étatique et donc l'obstacle est encore plus musclé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. On a des affaires pas résolues chez nous. Et ça, c'est assez majeur. Oui, Marie, peut-être que tu souhaiterais rebondir sur ce thème. Bien, si je peux me permettre de faire l'avocate du diable pour continuer dans les sujets qui ont trait à la laïcité. Cette question-là de la réserve des juges, moi, je trouve qu'elle est... Mais j'apprécie la façon dont tu la poses, Lucie. Puis il y a un élément de vérité là-dedans. Ceci dit, les exemples, les 2 décisions que tu mentionnes, c'est des décisions qui étaient des décisions de justiciabilité oblique. Oui. Parce qu'on avait recours au droit à l'égalité. Ce qui les a rendus à l'aise, ce qui a rendu à l'aise les juges, c'est un outil dont ils acceptent de saisir le droit à l'égalité. Maintenant, ils le connaissent, ils savent comment le manipuler. Les droits économiques et sociaux,
c'est pas un outil avec lequel ils sont habiles, avec lequel ils sont à l'aise, avec lequel... Et donc, moi, je partage l'idée de la réserve des juges à l'égard de cet outil-là. Il leur brûle un peu les mains, il leur brûle un peu les doigts. Il y a ils préfèrent avoir d'autres assises pour leurs décisions que ce terrain-là qui pour eux, est potentiellement glissant, justement à cause de la question de la séparation des pouvoirs. Je pense qu'il y a cet enjeu-là. Là. Et oui, à Lucie, peut-être que tu souhaiterais ajouter quelque Ouais. chose à ce titre. C'est une magnifique discussion, mais juste mettre en évidence qu'il y a toujours plusieurs points de vue pour façonner une discussion. Si on prend la question sous l'angle de l'argument principal, qui est quel est le fondement du recours? Bon, on le sait, égalité, par oblique, discrimination, sécurité, sûreté, droit à la vie, ou dans le jargon canadien, on dit 7 et 15, la Charte canadienne. Ce serait mentir de dire que ça n'a pas eu d'effet utile pour les... Franchement, mentir. Bon, alors, ne mentons pas. Mais on peut prendre aussi la question sous l'angle du remède. Parce que ça, je pense que c'est la responsabilité des plaideurs. Hein? Donc, si, par exemple, mon remède repose sur la reconnaissance du droit à l'abri, ça a des conséquences. Bon, ça ne sera pas le droit au logement, hein? C'est le droit à l'abri. Moi, je suis absolument contre la reconnaissance du droit à l'abri, c'est connu. Mais voilà un truc conséquentiel. Donc, si ceci, cela, et je pense qu'on pourrait être un brin plus créatif à la québécoise. Là. Je ne fais pas le procès des Canadiens ou de la Charte canadienne, mais dans notre conception des remèdes. Et Marie, au début de la conversation, faisait référence à certaines affaires en droit linguistique, par exemple. La Terre n'a pas arrêté de tourner parce qu'on a retourné le législateur à sa table à dessin. Grand ciel, c'est pas un outrage divin de refaire ses devoirs. Même l'Afrique du Sud s'en est remis. Quand même un pays qui a des enjeux importants et absolument disproportionnés en matière de logement. On n'est pas là. On n'est pas dans ces eaux. Et c'est là où je pense que il faut à la fois sortir des clichés. L'obligation positive d'agir, c'est des dépenses et les tribunaux doivent ordonner des dépenses. Ils ne feront jamais ça. Bon. Mais pas non plus rester sur notre quant à soi ou notre zone de confort. Et entre les deux, je pense que le 21e siècle appartient à l'entre-les-deux. Je vais faire une analogie étrange. Pour les gens qui viennent de l'aide juridique ou qui, parlant d'état social et de façonnement de l'état social, ont contribué à la loi ou au déploiement de la loi sur l'aide juridique, la révolution du 20e siècle, c'était la justice administrative. Hein, la loi qui a été codifiée dans la loi sur la justice administrative qu'on appelait l'accès à la justice des pauvres. Alors, je pense qu'il y a une révolution d'accès à la justice du 21e siècle qui va tourner quelque part autour de deux choses. Un, redonner le juge aux pauvres. On oublie trop souvent que devant les tribunaux administratifs, il faut vraiment être extrêmement créatif pour ne pas succomber à l'appel des sirènes de la médiation, ce qui exclut et les décisions publiées et le débat judiciaire, oublier les chartes et tout ce qui s'ensuit. Alors, et deuxièmement, le chantier de remède adapté aux violations des droits économiques et sociaux du 21e siècle, parce que ça a l'air énorme comme ça, mais moi, je trouve que notre très agréable conversation d'aujourd'hui nous convainc que, ma foi, c'est pas si compliqué que ça. C'est toujours compliqué, un litige, hein? C'est faux. Puis au Québec, c'est autant compliqué que l'accès à la justice, c'est compliqué. Mais c'est pas la conceptualisation du problème.
c'est son déploiement et sa mise en œuvre. Donc, j'aime bien cette analogie avec la révolution du 20e siècle, qui a peu à voir avec les droits économiques et sociaux et tout à voir avec les législations du chapitre 4 de la Charte québécoise. Mais là, le chapitre 4, il a besoin d'autres choses. Et les titulaires de droit aussi. Donc, les remèdes qui sont à repenser pour être en mesure de donner vie, en quelque sorte, à ce chapitre 4. Et il y a aussi certainement la question de la réception du droit international. Marie, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce point. Comment est-ce que la réception du droit international peut donner un souffle au chapitre 4? Mais je trouve, j'aimerais ça rebondir aussi sur la question des remèdes, puis sur la question de la solution ou en fait, l'invocation de la rationalité du législateur aussi. Ce qui est intéressant, ce qui est sous-exploité, en tout cas, on le voit, il y a des auteurs qui l'ont suggéré en droit de la santé, en droit à la santé, c'est les recours administratifs. C'est les recours de droit administratif où la rationalité du décideur et du législateur, les développements récents à la Cour suprême nous permettent de mettre en cause, entre autres, nous facilitent la tâche de mise en cause de la législation déléguée. Là, on pense aux affaires notamment Auer contre Auer et Alta, j'oublie le nom de l'autre cause, mais dans ces deux causes-là, c'est possible de mettre en cause des législations déléguées par la voie du contrôle judiciaire, permettant de mettre en cause la rationalité du législateur. Et je ne vois pas d'obstacle juridique qui interdirait de réfléchir la rationalité du législateur en termes de droits, notamment de droits économiques et sociaux, de droits et libertés de la personne, notamment en termes de droits économiques et sociaux. Donc, ça fait partie des législateurs. Et le droit international nous amène aussi d'autres outils, je pense, dont il pourrait être intéressant de munir les plaideurs. C'est cette question-là, donc, de la réception du droit international. Évidemment, on est dans un État dualiste. Ça aussi, ça pose un frein à l'utilisation du droit international. Il y a eu je dirais, un certain scepticisme par rapport à la valeur probante du droit international par rapport à notre droit. Mais en fait, si on regarde les règles de réception du droit international, donc, ils demandent une transformation. Outre la coutume ou l'intégration ou le référencement explicite, il n'y a pas de réception immédiate du droit international. Ceci dit, le cadre juridique est de façon plus forte quand le Canada et le Québec y ont adhéré, commande une interprétation, un certain degré d'interprétation conforme. Donc, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, de faire le parallèle. Et là, on va potentiellement, Lucie a mentionné les différentes cadres juridiques qui ont été les mises en œuvre de notre État-providence, notre État social. Bien, ces cadres-là, ces cadres juridiques-là, commandent potentiellement une interprétation conforme. Donc, puisqu'elles sont des mesures de mise en œuvre du droit international, des droits économiques et sociaux, on pourrait invoquer et mieux outiller les plaideurs à recourir à ces instruments-là, non pas comme d'application immédiate en droit interne, mais comme cadre d'interprétation de nos mesures, de nos lois à caractère social, qui sont des lois de mise en œuvre des droits économiques et sociaux de façon assez immédiate et assez flagrante et assez directe. Je pense que la démonstration est assez facile à faire. Donc, j'ai pas vu beaucoup de précédents dans cette lignée-là, mais l'utilisation, on reconnaît, je pense, la Cour suprême a une lecture de plus en plus fine du cadre applicable de réception du droit international. Et je pense que ce cadre-là peut tout à fait être utilisé à l'égard des droits économiques et sociaux, pour lequel le Canada s'est vraiment sans ambages engagé, donc a signé les conventions en cause et fait rapport régulièrement sur le fait qu'il met en œuvre les droits économiques et sociaux. Donc, il n'y a aucun doute
sur le fait qu'il se considère lié par le cadre international puisqu'il fait rapport sur le fait qu'il le met en œuvre. Donc, une interprétation conforme est d'autant plus nécessaire que les États, que notre État, le Québec et le Canada, rapportent à se sentir contraints par le droit international, le droit économique et social. Et je pense que ça nécessite certainement qu'on revienne sur cet aspect des lois de mise en œuvre. Alors, cette qualification des lois qui sont en vigueur actuellement, de lois de mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, mérite certainement attention. Et ce qui est intéressant ici également, c'est d'être en mesure non seulement de s'entendre pour qualifier certaines lois comme étant des lois de mise en œuvre, comme tu l'évoques, Marie, le Québec, le Canada rendent des comptes auprès des instances onusiennes en mettant de l'avant le fait que certains droits sont mis en œuvre à travers différentes lois en vigueur. Alors, j'aimerais ça qu'on revienne sur cet élément-là. Quelle loi doit-on qualifier aujourd'hui de loi de mise en œuvre et surtout, quel lien peut-on penser entre ces lois et le fonctionnement du chapitre 4 de la Charte québécoise? Je pense que ça peut être intéressant de se questionner sur la façon dont le Canada fait rapport. C'est quoi, quelle est la méthodologie, la procédure par laquelle le Canada prépare ses rapports? En fait, donc, le Canada comme instance centrale, quand les mesures, par exemple, s'il fait rapport au Comité des droits économiques et sociaux sur la mise en œuvre du PIDESC, et comme la responsabilité de mettre en œuvre les droits économiques et sociaux, étant donné la structure fédérale du Canada, repose sur les provinces essentiellement. Donc, le gouvernement central va se retourner vers les provinces et il va demander, bien, aidez-moi à répondre de la façon dont je mets en œuvre les droits économiques et sociaux. Donc, par exemple, le droit à la santé, que pouvez-vous me dire, vous, province, sur votre mise en œuvre du droit à la santé? Alors, chacune des provinces énonce sa conception de la mise en œuvre du droit à la santé. Et notamment, donc, fait rapport sur le fait qu'au Québec, bien, il existe une loi sur l'assurance maladie, une loi sur l'assurance hospitalisation, une loi sur l'assurance médicaments. Donc, déjà là, on a une indication que ces lois-là peuvent être considérées comme des mises en œuvre du droit international, du droit à la santé. Donc, il y en a plein de cadres juridiques qu'on retrouve au Québec. Lucie les a mentionnés tout à l'heure. Il y a la question notamment de la loi sur le régime des rentes, par exemple, du Québec, qui est une mise en œuvre du droit à un niveau de vie décent. La question de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, qui est encore une mise en œuvre de la question du droit à un revenu décent. La loi sur l'instruction publique par laquelle le gouvernement du Québec offre une instruction gratuite à l'ensemble de la population. Donc, ce sont des lois. Les indices, les rapports, je pense, sont sous-exploités comme source d'aveux extrajudiciaires, j'oserais qualifier ça comme ça, par lesquels le gouvernement reconnaît qu'il a des obligations et reconnaît que ces lois-là sont le moyen par lequel il satisfait ses obligations internationales et donc devrait commander une interprétation conforme. C'est sûr que notre limite étant l'ambiguïté des dispositions de la loi en cause, mais peut-être qu'on pourrait espérer aller plus loin un jour et aussi se réclamer de l'interdiction de régression qui est inscrite au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et donc qui interdit aux États membres de régresser sur des mesures qui sont mises en place par nos gouvernements. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, questionner, ça c'est mon dada et c'est mon champ d'exploration et d'exploitation, l'espace de plus en plus grand qui est accordé aux services de santé privés dans notre système, donc payant pour les usagers. Est-ce que cette mesure-là pourrait être examinée au regard des engagements internationaux du Québec à l'égard du droit à la santé? Moi, je pense qu'il y aurait des voies à explorer. En tout cas, ça viendrait certainement appuyer des arguments de potentielle contestation de ces mesures-là. Il faudrait voir, il faudrait élaborer, mais toujours, et je pense qu'il va y avoir, comme le soulignait Lucie, éventuellement, il peut y avoir une plus grande facilité de la part des tribunaux
une mise en cause qui est fondée sur un cadre de droit administratif avec lesquels les tribunaux sont à l'aise, puis leur conformité avec un droit international, je pense que c'est une voie à explorer si on veut améliorer la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Et restons sur le terrain des lois qui mettent en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Lucie, j'aimerais t'entendre également sur cette question. Ben, je trouve ça extrêmement intéressant, le commentaire de Marie. Je préciserais deux choses. La première est fondée sur mon âge. Il y a eu beaucoup de progrès dans l'incorporation du droit international dans ce pays dualiste qu'est le Canada, dans toute une panoplie de domaines, pas seulement strictement eu égard aux droits garantis par le PIDESC. Évidemment, l'exemple des exemples, c'est la Convention des droits des femmes, CEDEF, et son suivi, et BIJIN, et tadadam. Bon, droit humanitaire, vraiment, je pense que il faut, pour pouvoir se mettre à réfléchir et créer, il faut reconnaître que ce n'est pas le frigidaire que c'était dans les années 60, 70, 80. Un. Deux, la loi de mise en œuvre peut être définie de deux façons. J'ai le fardeau de preuve de démontrer qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un engagement quelconque, ou, et je pense qu'on est rendu là, travailler sur les préambules des législations sociales. Parce que c'est l'endroit, c'est la zone interprétative, pas trop confrontante, je dirais, pour le législateur, mais utile pour le plaideur. Et ça, il n'y a pas de tradition québécoise eu égard aux droits humains. Ce qu'on a plutôt tendance à faire, et je vais le dire en prenant mes responsabilités, c'est choisir la framboise dans le plat de framboise qui fait plaisir à un groupe social ou un autre, parce qu'un groupe social ou un autre a une affection particulière pour un traité de droits humains ou un autre. Ça, c'est pas une technique d'écriture législative, c'est un problème très québécois qu'on a. Et l'exemple, je pense, qui nous saute aux yeux ou au cœur actuellement, c'est l'absence de préambule dans la loi sur la Société d'habitation du Québec. On ne sait pas, on sait ce qu'ils font, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas c'est quoi l'intention du législateur. On finit par se dire que c'est peut-être juste pour encaisser le fric du fédéral. C'est une blague, c'est pas vrai. Mais voilà un désert d'intention du législateur et un désert d'arrimage. Et rarement, en commission parlementaire, entend-on un ou un autre collègue dire « Ce serait quand même chouette si on savait à quoi ça sert, comment ça résonne dans une perspective de droits humains et à quoi ça s'attache. » Et je pense que ça servirait beaucoup les droits économiques et sociaux de la personne. Marie parle du droit à la santé. Grand ciel, c'est plus ou moins 40 du budget québécois. Alors, si ça ne sert pas les droits humains, je me demande à quel espoir on va se rattacher. Donc, ça, c'est la zone de créativité. On peut dire, ça ne marche pas tellement dans ma nature, je dois le confesser, ou on peut dire, il y a des espaces de créativité à la québécoise. Et même le mouvement communautaire qui a découvert un peu ce droit international des droits économiques et sociaux, je dirais, à la fin des années 80, peut faire son petit bonhomme de chemin aussi et actualiser ses pratiques, ses renvois, ses exigences, sa façon de mobiliser, de faire des stratégies autour des droits économiques et sociaux. Donc, c'est le 21e siècle. Et il y a de la place qu'on n'a jamais systématiquement exploitée. Et même en l'absence de toute reconnaissance dans les préambules, est-ce qu'il n'y a pas finalement un réflexe à développer davantage pour rattacher ces lois
qu'on qualifie de loi de mise en œuvre, au libellé même des dispositions qui sont prévues dans le chapitre 4. Quand on parle, quand à l'article 45, par exemple, on nous parle de toute personne a droit à des mesures prévues par la loi susceptibles d'assurer un niveau de vie décent, est-ce que finalement, dans un cas de contestation d'une disposition législative, est-ce que le plaideur ne devrait pas développer le réflexe de lier justement les dispositions législatives en cause, par exemple des dispositions de la loi sur l'aide sociale, à cet article 45 de la Charte québécoise pour... Oui, mais là, je trouve que, premièrement, le plaideur a toujours des contraintes. Un dossier a toujours des contraintes. Et je pense qu'il faut commencer par donner du geist à ce chapitre 4 de la Charte québécoise. Autrement, l'interprétation simplicitaire, c'est le membre de phrase entre les deux petites virgules, tel que prévu par la loi. Deuxièmement, les choses évoluent, imaginez-vous. Le niveau de vie suffisant, c'est de plus en plus un dispositif de politique publique garanti par le droit fiscal. Je ne connais pas beaucoup, je le dis encore une fois respectueusement, d'entre nous qui sommes très à l'aise à la Cour canadienne de l'impôt. Bien, il va falloir s'y mettre. C'est là qu'on est rendu. Parce que la mise en œuvre, la loi de mise en œuvre, l'exigence de réalisation progressive et tous ces principes de non-régressivité, etc., ça ne dit pas qu'il faut que la loi soit tout le temps pareille. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que ça dit ça aux États. Donc là, on est en train, au Québec, de passer de l'aide sociale à l'aide sociale fiscalisée. C'est vrai, je ne sais pas si tout le monde est aussi mordu que moi pour lire les statistiques trimestrielles de l'aide sociale, mais qu'est-ce qui reste? Des jeunes et des 55 ans et plus, personnes seules, qui n'ont pas, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans le royaume des crédits d'impôt. Il faut prendre le droit en état. Alors, voilà une question que je pose un peu à la blague, parce que vous êtes mes amis. On met ça où dans la loi de l'impôt, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels? Je suis certaine qu'on peut trouver une réponse. Je ne suis pas certaine qu'on y ait pensé. En terminant sur le thème des lois qui mettent en œuvre les desks, Lucie, qu'en est-il du Code civil du Québec? Ah, mon ami, le Code civil du Québec. Alors, bon, le Code civil du Québec, et la question a beaucoup de pertinence dans le contexte actuel du projet de loi 1 qui accorde un super statut, je pense qu'on peut le dire comme ça, au Code civil en parlant du droit civil. Bon. C'est une loi ordinaire, hein, le Code civil, et c'est une loi de mise en œuvre des droits humains évidente. Le Code école, c'est enfant, femme. Je devrais dire enfant et genre. Moi, qui a fait la chicane de la capacité juridique, celle de la société d'acquet, du patrimoine familial, c'est dans le Code civil. Bon. Alors, c'est pas autre chose. Le logement, tout ce chapitre sur le bail résidentiel, qui, on le sait, est bancal, oui, a bénéficié d'améliorations marginales dans les 2 ou 3 dernières années, mais règle certainement pas la crise du logement. C'est le Code civil. Alors, on a 2 choix. Ou on dit, c'est la super loi du Québec, mais après tout, c'est une loi ordinaire et elle, au moins, dans son préambule, rappelle la fondamentalité des droits humains. Alors, allons-y, renforçons le chapitre 4 de la Charte parce que c'est pas gommé. Bon, alors, où on dit ça passe par d'autres chemins, ce qui m'apparaît un peu téméraire vu la réalité québécoise actuelle. Mais la linéarité, c'est renforçons la Charte plutôt que la soumettre, l'étrangler,
la faire rapetisser au lavage comme une petite laine mal lavée. Renforçons la charte parce qu'elle a sa place dans les dispositions liminaires du Code civil. Et pour moi, la douleur contemporaine, c'est vraiment le chapitre sur le bail résidentiel. Et dans la droite ligne de la discussion qu'on avait tantôt, une petite poignée de plus dans la charte pour plaider ce que tu appelles, Christine, la parentalité avec le droit international, ça ne nuirait certainement pas, parce qu'encore aujourd'hui, lorsque, devant le tribunal administratif du logement, il n'y a pas beaucoup de temps pour les arguments sophistiqués où la Cour du Québec se penche sur le logement, il faut que ça passe par discrimination. Dans ce cas-là, c'est un cas d'école, mobiliser discrimination, ça ne peut pas être transformateur sur la crise du logement. Mais le Code civil ne nous, d'aucune façon, je ne peux pas imaginer un juriste qui dirait ça, ne nous excuse de ne pas avoir les considérations qui s'imposent pour la loi fondamentale qu'est la Charte. Je ne vois pas, même dans le projet de Constitution et même dans mes jours les plus sombres, je n'arrive pas à une telle conclusion. Non. Puis ça se manifeste, entre autres, avec le droit au respect de sa vie privée, le droit à l'intégrité qui est transformé par toute la question du consentement aux soins. C'est deux voies par lesquelles le respect de la Charte est bien établi dans le Code civil. Les dispositions du Code civil mettent en œuvre de façon satisfaisante les droits qui sont inscrits dans les chartes. Donc, tout n'est pas perdu. Peut-on dire tout n'est pas perdu? Ces discussions nous amènent à la conclusion que, voilà, le chapitre 4, après 50 ans d'existence de la Charte québécoise, a encore besoin qu'on y accorde toutes les réflexions requises pour lui donner vie, en fait, pour honorer les intentions qui étaient celles qui ont animé le projet de rédaction de la Charte québécoise par Jacques-Yvan Morin à l'époque. Mais je pense que c'est urgent, sans vouloir faire du prosélytisme anti-projet de loi 1, là, parce que les piliers sur desquels on a dépendu, on parlait tantôt de sûreté, sécurité et discrimination, eux aussi suffoquent sous le coup des nouvelles injonctions et goulots d'étranglement auxquels est soumis la Charte. Donc, la discussion qu'on a aujourd'hui, peut-être, je ne devrais pas dire ça, peut-être ne pourra-t-on pas l'avoir l'an prochain, parce que les équilibres internes à la Charte auront bougé. Donc, il est urgent d'autonomiser ou de fondamentaliser avec 25 ans de retard, plus que ça, presque, 25 ans de retard, ce chapitre 4 de la Charte québécoise. Ça ne règle pas tout, mais c'est comme le ciel dans un tableau de Rembrandt. Vaut mieux avoir un ciel que seulement un personnage tristounet. Alors, c'est maintenant le temps pour moi de vous remercier pour vos riches contributions, vos riches réflexions à cette discussion qui est en cours et qui doit impérativement se poursuivre de manière urgente, comme le souligne Lucie. Merci Marie Carpentier, merci Lucie Lamarche. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre la réflexion sur la justiciabilité du droit à la santé, je vous recommande la lecture de l'ouvrage récent publié par Marie Carpentier, intitulé « Le droit à la santé au Québec, justiciabilité par la méthode de la vérification démocratique ». Cet ouvrage a été publié dans la collection Ius Publicum du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de notre faculté aux presses de l'Université Laval. C'était IDES, le balado des idées sur les droits économiques et sociaux de Comrade, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Ce balado s'inscrit dans la programmation de recherche de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.